Je fais une rapide vidéo, je suis dehors donc il y a peut-être un peu de vent, en plus je peux pas parler trop fort, pour expliquer pourquoi, et c'est pas, évidemment je précise, hein, moi je suis pour l'interdiction de l'islam et sa reconnaissance comme un crime contre l'humanité, donc d'une certaine manière je suis objectif quand je fais une proposition concernant des choses aussi qui ne me concernent pas, je suis totalement extérieur à ça. Mais froidement, si vous regardez l'histoire, et l'histoire robuste, celle avec laquelle tout le monde est d'accord, l'Algérie pose un gros problème et d'une certaine manière en tant qu'entité territoriale ne devrait pas exister. Alors je dis pas rien à voir avec l'Algérie française, hein, je suis pas du tout en train de parler de ça, je suis pas en train, c'est vraiment pas mon style d'être, mais ce que je veux dire c'est qu'on a des à-coups en un seul mot, hein, ACOUP, des violences et des barbaries émergeant de l'histoire récente de l'Algérie, qui est produit par un phénomène artificiel, à la différence du Maroc qui est dans une continuité tranquille. Je ne dis pas que tout le monde est heureux au Maroc, je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec... J'analyse la forme géométrique et topologique de l'histoire de cette région, hein, Mauritanie compris, etc. L'Algérie ne peut pas réellement, enfin, si on ne la démantèle pas pour en donner une partie au Maroc ou pour avoir des régions indépendantes, on va au-devant de gros problèmes. En particulier, on le voit sur le Sahara occidental, qui est une province marocaine et qui est contestée, mais on le voit sur plein d'autres trucs. Et donc je vais expliquer, je vais résumer ces autres trucs qui viennent bien avant le conflit sur le Sahara. Ils ont tous un dénominateur commun, l'idéologie moyenne portée par ces pro-Algérie, c'est une idéologie qui a en arrière-plan une volonté d'être représentant de l'islam et en même temps d'un point de vue plus marxiste sur le monde que le reste de ses voisins. C'est un combat, mais avant tout c'est un djihad islamique. C'est un djihad islamique abstrait qui est porté par une junte militaire qui n'est probablement pas très islamique, il n'y a pas de dirigeants musulmans dans le monde, contrairement à une idée reçue, mais qui joue la carte islam, parce qu'elle considère que c'est... Voilà, il faut pas toucher à ça, quoi. Donc après s'être décolonisée, l'Algérie, en 62 c'était la fin de la colonisation, l'Algérie alors à l'échelle de l'histoire, c'est le lendemain, 300 000 personnes internes, hein, ces 300 000 Algériens ont été torturés, violés, exécutés, tués par d'autres Algériens au nom de l'islam. Donc on voit bien que ce n'était pas en fait stable. Pourquoi? Parce que vous aviez au départ une approche marxiste, mais au sens un peu moderne, c'est-à-dire ne s'occupant pas trop de communisme, mais s'occupant beaucoup de décolonisation, avant l'heure en quelque sorte, parce que c'est à la mode aujourd'hui, mais avec un joker absolu qui était tout en mettant l'islam au-dessus de tout. Donc vous avez eu le GIA et 300 000 morts. Un génocide terrible. Et ce qu'on a vu, ce qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est que c'est un sujet que refuse d'assumer les gens qui défendent l'Algérie. C'est circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'il faut savoir que quand vous avez un groupe qui tue un groupe de musulmans qui souhaitent rappeler à l'islam une foule plus grande, comme ça a été fait par le FIS et le GIA, c'est quelque chose de bien compris par les experts de l'islam. Ça rigole pas, ils sont pas tous emprisonnés quand ça se termine. Même si la junte militaire a repris le pouvoir, en apparence, il y a eu tout un tas de tractations. Parce que c'est des groupes puissants, vous ne tuez pas 300 000 personnes comme ça, sans être extrêmement puissant. Donc l'idée que la junte militaire aurait tout réglé, éliminé tous les membres du GIA et qu'aujourd'hui l'Algérie serait un pays respectable, c'est un rêve. Vous avez, par ailleurs, vous avez le syndrome de Stockholm, et puis il y a des films qui ont été faits, des documentaires, par exemple Papicha, etc. Bref, ces à-coups, ces discontinuités rendent cette zone instable, et surtout elle l'est pour des raisons islamiques. C'est-à-dire que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu d'exception. J'ai pas vu de gens qui auraient plutôt tendance à alerter sur l'islam radical, défendre l'Algérie, et j'ai pas vu de gens qui sont pro-islam plus rigoristes attaquer l'Algérie. On a vraiment une corrélation quasi totale. Avec évidemment des simulations, genre je fais semblant d'être modéré 5 minutes, mais je tombe le masque dès que je défends l'Algérie, et allez hop, on y va, à la Wakbar et compagnie. Voilà. Donc vous avez une sorte d'inséparabilité entre la cause algérienne et le djihad islamique. Le djihad au sens abstrait, la défense de l'islam et le fait de ne pas reculer devant le rigorisme islamique.
bon, sur Twitter, on a quelques familiers, ils sont pas... Je serais un menteur en disant que scientifiquement, ça les rend représentatifs, mais j'ai écouté énormément d'autres discours, et voilà. C'est pas, je me base pas sur Vera, Polisario et Leïla, hein, ça c'est les femmes, et puis les hommes, on les connaît aussi, bon, c'est des arrobases. Mais ils sont assez représentatifs, mais je ne le dis pas a priori, c'est-à-dire je dis pas par définition scientifique qu'ils sont représentatifs. Je dis que quand on écoute le reste des réseaux, et là on a quand même du monde, même si ça reste Internet, hein, je suis désolé, je ne peux pas brancher des micros dans les maisons, et qu'ensuite on vient écouter Blockhorse et compagnie, enfin tous les pro-Algérie et pro-Islam d'Espace Twitter, on a à peu près le même paradigme. L'islam d'abord, le reste, on voit. Quoi. Avec cette tension, puisque être algériophile, en quelque sorte, c'est faire du shirk. Donc c'est un autobloquant pour eux. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, comme l'arobase Vera, il y a une petite ouaille qui lui rappelle, attention, le culte de l'Algérie, c'est du shirk, c'est le pire péché de l'islam. Donc du coup, ça les autofrène, hein, enfin, c'est-à-dire qu'ils s'autofrènent subconsciemment, mais voilà. Et donc, or, les discontinuités, ça finit toujours en crash, donc il y aura tôt ou tard d'autres malheurs, d'autres GIA, d'autres décennies noires en Algérie, parce qu'ils ne peuvent pas, enfin c'est là le drame de l'islam, quoi. Mais si on devait essayer, même par petites touches, puisque ça les regarde d'une certaine manière, essayer d'encourager, il faut encourager la continuité mathématique et topologique, c'est-à-dire la démarche et l'évolution générale à la marocaine, c'est-à-dire une histoire, si vous dessinez une courbe, il n'y a pas de point où la fonction n'est pas dérivable, si vous voulez, voilà, c'est une courbe dérivable, et même c'est infini, enfin peu importe. Les à-coups montrent des anomalies, des pathologies, ok. Bon, et en ayant, de toute façon ils s'en cachent pas, identifier l'islam comme... quand je dis l'islam, je sais qu'il y a plein de Marocains qui se revendiquent musulmans. La question n'est pas là, puisque quand on les interroge d'un peu près, ils ont une version différente de l'islam. Ils disent que l'islam n'ordonne pas de tuer les mécréants, que Aïcha n'avait pas 9 ans, que ceci, que cela. Donc de toute façon, l'islam marocain, en dehors de quelques arrobases, c'est une question de mots. Il va dire oui, nous sommes musulmans, mais non, Aïcha n'avait pas 9 ans, et non, l'islam n'ordonne pas de tuer les mécréants. Donc bon, voilà. Alors, chez certains Algériens, vous pouvez aussi, mais avec le nez qui pousse, et beaucoup plus superficiellement avoir ce type de sophisme, et ce sont des sophismes, alors que pas chez les Marocains. On peut détecter chez le Marocain une sincérité dans le fait de nier que Aïcha avait 9 ans, ou de nier que l'islam c'est par définition le djihad. Quand vous avez en moyenne un Algérien qui le nie, c'est un sophisme du moment face à des... parce qu'il veut, voilà, bref, on connaît tous ça. Mais quand vous les enregistrez ensuite entre eux, c'est Allah Akbar, on va tous vous égorger, vous êtes des mécréants, Allah nous a ordonné de vous torturer, de vous égorger, verset 8,57, verset 9,5, verset 47,4, verset 4,89, verset 281, je crois d'ailleurs, ou 291, je ne sais plus, etc. C'est-à-dire que l'Algérie, le paradigme algérien se base sur les versets du djihad. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est... Mais bon, je dirais que, à la rigueur, même si personne n'intervenait, et démanteler l'Algérie pour en faire, d'une part la Kabylie, d'autre part des régions pourraient être attachées un peu à la Tunisie, et puis finalement une partie, je pense à la partie plus au sud, devrait être gérée par le Maroc. Une fois démantelée l'Algérie, effectivement, ça solutionnerait le problème, mais même sans la démanteler, si un jour vous voyez, je vous donne un critère très simple, si un jour vous voyez un inventaire officiel se faire sur ce qui s'est passé quand le djihad a réislamisé de force le territoire, en déclenchant un fort syndrome de Stockholm, hein, parce que faut pas oublier que ils n'ont pas donné leur accord comme ça en grignotant des cacahuètes, les Algériens. Ils avaient à faire face à, d'un côté, la mécréance, c'est-à-dire l'occidentalisation légère, mais observée sur le long terme, assurée de leur population, et de l'autre côté, un rappel à l'islam, certes, qui qualifie parfois d'excessif, mais qui disent nécessaire parce que ça nous évite d'aller brûler vif éternellement dans l'huile bouillante. Alors il vaut mieux quelques personnes égorgées, torturées, pour faire un exemple, et c'est le discours moyen de l'Algérien, c'est que le GIA les a aidés, les a rappelés à l'ordre. Et donc ils désapprouvent peut-être un peu la méthode, mais ils n'ont pas une réelle désapprobation de ce qui s'est passé, sauf évidemment les Algériens dissidents, il y en a plein, mais ils ont intérêt à se protéger, puisque si le pouvoir, le régime algérien les attrape, ils sont exécutés, hein, tout simplement. C'est plus le GIA, mais enfin ça revient plus ou moins au même. Si un jour il y a un changement, moi je connais pas les proportions, je connais juste je sais qu'il y a 55% des Algériens qui croient au Coran, donc ça fait quand même
beaucoup par rapport à d'autres, hein, à d'autres zones dites islamiques où c'est quand même moins, les pourcentages sont un peu moins élevés. Mais si un jour vous voyez, mais par contre, même en croyant au Coran, donc en étant musulman, hein, on va pas, voilà, on va faire simple. Même, je mets les coranistes dans l'islam, hein, je mets les gens qui disent que le Coran vient d'Allah dans l'islam. Même si le mouvement coraliste est considéré comme dissident, enfin, une forme déguisée de mécréance. Si un jour vous voyez l'Algérie faire un inventaire sur le génocide qu'il y a eu chez eux, entre eux, de l'islam, enfin le rappel à l'ordre, le rappel à l'islam opéré par les plus rigoristes, ce jour-là vous pourrez avoir un espoir que l'Algérie se tranquillise. Mais il y a énormément de travail, hein. Ils ont exécuté 300 000 personnes et dans des conditions, ils ne les ont pas alignés en les abattant au fusil. Ils les attrapaient, ils attrapaient les bus scolaires le matin tôt, ils capturaient les enfants, ils les violaient, les égorgeaient. C'était vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, c'était un film à la fois d'horreur, une boucherie et un film d'épouvante. C'était Massacre à la tronçonneuse. Et les groupes du GIA, ils sélectionnaient le plus laid et parfois l'handicapé. Et ils lui donnaient le couteau. Ils disaient, il faut que ce soit le plus... Voilà, c'est toi le symbole de cette opération. Et donc vous aviez parfois des gens dont les photos étaient effrayantes et c'est eux qui étaient choisis pour égorger les victimes. Je me rappelle parce qu'à l'époque, enfin bref, il se trouve que j'étais quand même un peu informé là-dessus, même si j'en parle jamais, et qu'à l'époque, je ne m'occupais pas d'islam, et je m'étonnais de cette symbolique, et en particulier de choisir le plus visuellement monstrueux du groupe local du GIA pour opérer ces opérations. J'ai compris, voilà, presque 40 ans plus tard, c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi ils faisaient ça, et pourquoi ils ne prenaient pas un des membres lambda de leur groupe armé. Enfin voilà, donc moi ce que je préconiserais, c'est que c'est un démantèlement progressif et sans guerre de l'Algérie. Bon, évidemment, il faut mettre un petit peu la pression, avec d'un côté la Kabylie, une partie qui repart qui pourrait être gérée par la Tunisie, et puis une partie assez importante qui deviendrait marocaine ou administrée par le Maroc, enfin voilà. Et là, à partir de ce moment-là, les choses s'apaiseront et vous n'aurez plus que l'islam à affronter. Mais il n'y aura plus cette complication de mélange entre la géopolitique et l'islam, c'est-à-dire que les seuls qui résisteraient à ça auraient en quelque sorte la clarification de se transformer en djihadiste et voilà, mais ça c'est classique, hein. C'est-à-dire qu'on ne résout pas les problèmes, on les clarifie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut empêcher cette espèce de bazar conceptuel qui vient sortir ou flouter la mise de l'islam. C'est-à-dire que c'est bon, rien à voir, mais c'est pour ça que blasphémer est très important, parce que ça permet de voir au grand jour, de séparer, si vous voulez, ceux qui s'en foutent et ceux qui disent « ouais, on va t'égorger ». Voilà. Là, c'est pareil, un démantèlement de l'Algérie permettrait d'avoir d'un côté des gens qui diraient « ouais, pourquoi pas, c'est pas si mal, hein, si ça améliore la situation », et de l'autre côté des gens qui diraient « Allahu Akbar, c'est inadmissible, on va s'engager dans le djihad ». Et du coup, ça séparerait bien et ça permet d'accéder à une vérité plus profonde et moins gênée. Alors, ça n'empêcherait pas, hein, le djihad déclenche toujours des guerres, mais c'est par définition même une guerre, mais ça évite de mettre du flou.